Je suis sûr que si les tâches répétitives ça te saoule, tu as déjà vu sur LinkedIn des gens qui parlaient de Make ou de Zapier ou de N8N, des outils d'automatisation. Mais parfois ces outils-là, ils font un peu peur, ils sont un peu intimidants. Aujourd'hui, je t'offre une formation complète pour comprendre les bases de Make, comprendre le vocabulaire, comprendre comment ça marche. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de vraiment se lancer, je veux te dire que sur le Crea Club, notre espace de formation, tu as une version un peu plus complète encore de ce qu'il y a ici, parce que tu as du texte, parce que tu as des exemples, parce que tu as des templates à dupliquer pour pouvoir démarrer. Donc n'hésite pas à aller sur le Crea Club pour avoir vraiment tout ce contenu, mais regarde d'abord une première fois toute cette vidéo pour te faire au concept, pour te faire au vocabulaire. De toute façon, c'est le même contenu qui est sur le Crea Club, c'est juste que sur le Crea Club, il y a peut-être encore un petit peu plus d'informations, de détails, le template, etc. Et si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que j'aime tout ce qui est croustillant. En conséquence, on va commencer avec quelque chose d'assez délicieux. Aujourd'hui, je veux vous expliquer les bases d'un outil incroyable qui va vous permettre de gagner du temps, d'éviter les tâches inutiles ou sans valeur, ou de traiter de grandes quantités de données. Cet outil, c'est Make. Make peut être intimidant au départ, mais pour moi, c'est assez simple. Make, c'est comme une boîte de chocolat. Pour expliquer comment fonctionne Make, je veux démarrer par ce petit lapin en chocolat. Il est mignon, il est doux, il paraît vraiment délicieux et surtout, j'adore les petits lapins en chocolat. J'en voudrais plein. Avec Make, vous pouvez répéter les mêmes actions à l'infini sans effort pour un maximum de plaisir sans culpabilité. Avec Make, vous pouvez automatiser la création de petits lapins en chocolat pour en avoir toujours sous la main quand vous en avez envie, sans jamais même devoir y penser. Et puis, avec Make, vous pouvez créer des scénarios liant plusieurs applications, plusieurs services entre eux, dans une recette savoureuse qui va prendre les meilleurs ingrédients de chacun de ces services, de chacune de ces applications, les transformer, les formater, pour créer un résultat encore plus délicieux. Pour démarrer votre recette, votre scénario, vous devez choisir un déclencheur, ce qui s'appelle un trigger dans Make. Ce déclencheur est vraiment le point de départ. Et vous avez toute une série de déclencheurs différents dans Make. Mais surtout, vous pouvez choisir quand ces triggers se déclenchent. La grande majorité des triggers sont déclenchés à intervalles réguliers. Selon les scénarios et vos besoins, vous pouvez demander à Make de vérifier toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, etc. si quelque chose de nouveau s'est passé au niveau du trigger et donc si le reste du scénario doit être exécuté ou pas. C'est donc à vous de décider à quelle fréquence cette vérification est effectuée, sachant que chaque opération est comptée dans Make et que le nombre d'opérations et la fréquence à laquelle vous pouvez lancer vos scénarios dépend de la formule, payante ou pas, que vous avez. Il est aussi possible qu'un scénario soit automatiquement lancé quand un événement particulier fait appel à Make. C'est le cas par exemple de Tally, un outil de création de formulaires qui déclenche lui-même un scénario dans Make grâce à un webhook, une sorte d'URL spéciale. Il existe aussi des mailhooks selon le même principe. Mais si réponse il y a, elle prend la forme d'un ou plusieurs bundles, que nous représenterons ici par un ou plusieurs sacs. Dans chaque bundle, on peut trouver des petites douceurs, des items, qui sont de plusieurs sortes, de plusieurs types. Restons un peu sur ces mots car ils vont être importants pour la suite. En réponse à un trigger, un ou plusieurs bundles peuvent être générés. Dans chacun de ces bundles, on trouvera des items de différents types. 2 de ces types sont un peu particuliers car ils sont eux-mêmes des ensembles d'items. On les appelle collections et arrays. Voyons ça un peu plus en détail. Un item, pour rester dans notre thème, peut être un élément isolé, comme une praline, un petit chocolat, une petite douceur qui vit sa propre vie et ne fait pas partie d'un ensemble. Un item peut aussi être une collection ou un array, et ceux-ci sont eux-mêmes composés d'items de divers types, le tout s'imbriquant potentiellement à l'infini. Un array, c'est un item particulier car c'est un ensemble lui-même composé d'items. En restant dans notre thématique, c'est un coffret composé d'items du même type, un coffret composé uniquement de pralines et pas d'autres types de douceurs chocolatées. Dans un array, tous les items sont du même type ou partagent une structure commune. Une collection, c'est un item particulier car c'est un ensemble lui-même composé d'items. En restant dans notre thématique, c'est un assortiment composé d'items de types différents,
un assortiment de pralines, bonbons et confiseries de diverses sortes. Dans une collection, les items sont de type divers. Essayons maintenant d'aller encore plus loin dans l'exemple pratique dans une scène de la vie quotidienne. Un client entre dans un magasin et commande des chocolats. Il passe une commande qu'on lui prépare dans un petit sac qui comprend 2 éléments, un coffret et un assortiment. Make va, à intervalles réguliers, vérifier si de nouvelles commandes ont été passées. Cette commande est un input, une entrée, qui va donc retourner un résultat, un output. Cet output est un bundle, un sac qui comprend nos 2 items bien emballés. Le premier item, le premier emballage de la commande, est du type array. Un array est composé uniquement d'items du même type. Ici, dans notre exemple, ce coffret est un ensemble dans lequel tous les items sont du même type, des pralines dans le cas qui nous occupe. Pas de bonbons, pas de confiserie quelconque, juste des pralines. Le deuxième item, le deuxième emballage de la commande, est du type collection. Une collection est composée d'items de type divers. Ici, dans notre exemple, cet assortiment est un ensemble dans lequel tous les items sont de type divers, des pralines, des bonbons, des confiseries dans le cas qui nous occupe. Maintenant, quand vous fouillez le fond du sac, vous y trouverez peut-être un troisième item unique et isolé celui-ci. Il s'agit d'une petite douceur de type praline, déterminée par exemple par un type, comme texte, nombre, date par exemple, et un couple clé-valeur. Découperons ça pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Un item, une unité, a forcément un type. Les items peuvent être du type texte, nombre, booléen ou date par exemple. Pour chaque item de ces types-là, vous trouverez une clé et une valeur. Pour une personne, par exemple, un item du type texte aurait comme clé prénom et comme valeur Vincent. Même principe pour les autres types d'items solitaires. Petite note sur le type booléen, au cas où ce serait la première fois que vous entendez parler de ça. Le type booléen n'a que 2 valeurs possibles, vrai ou faux, true ou false, 0 ou 1. Au-delà des types texte, nombre, booléen et date, vous avez aussi des types d'items qui sont un ensemble d'items. En somme, c'est un item qui contient des items. Encore plus fort, un item du type collection, par exemple, peut contenir des items simples, mais aussi un item lui-même du type collection ou un array. Dans un moment de folie, on a donc un item qui contient un ensemble d'items, ici une collection, dont un item contient un ensemble d'items, une collection ou un array, et ainsi de suite. La folie de la boîte dans la boîte. Si tous les items de l'ensemble sont du même type, il s'agit alors d'un item du type array. Par exemple, si on faisait une liste de toutes les commandes d'un client, il s'agirait d'un array, car chaque commande contient les mêmes renseignements, respecte la même structure. Tout au long de cette formation, nous aurons souvent l'occasion de rencontrer des arrays qu'il faudra traiter, décortiquer, ouvrir et déguster. Nous aborderons ces recettes plus loin dans la formation, mais il est temps de découvrir notre plan de travail. Make a une interface assez particulière qui peut déconcerter de prime abord, mais qui devient très logique, utile et puissante dès qu'on devient à l'aise avec elle. Le scénario occupe la grande zone centrale de l'interface et se compose de modules, les sphères qui représentent les fonctions, services et applications. Le trigger est partiellement recouvert d'une horloge quand il s'agit d'un scénario qui doit être lancé à intervalles réguliers, ou d'un éclair s'il s'agit d'un webhook qui, lui, déclenche le scénario directement à la réception de données. 3 outils sont aussi toujours présents à l'écran. Flow Control, en vert, permet de jouer sur les éléments du scénario et la manière dont ils se déroulent. Tools, en mauve, comprend tous les outils pour lire et manipuler les données, les textes et les nombres, les formater, les agréger ou les transformer. Text Parser, en corail, je crois que c'est comme ça qu'on appelle cette couleur, permet spécifiquement de jouer avec les éléments de texte. On recherche alors des chaînes de caractères, on utilise des expressions régulières, on remplace des bouts de texte, on extrait du texte de balises HTML. Ces outils, comme tout le reste dans Make, ce sont des modules. Dans Make, tout est module. Les outils dont nous venons de parler, mais aussi toutes les applications et services que vous pourriez utiliser dans vos scénarios. Il y a des dizaines et des dizaines d'applications et services disponibles dans Make, et nous allons maintenant voir comment ces modules peuvent être liés entre eux pour créer un scénario. Quand vous survolez un module, un signe plus apparaît qui vous permet d'ajouter, d'enchaîner des modules. Quand vous ajoutez un module, une ligne en pointillé se crée entre ces modules. Les modules sont maintenant chaînés.
Ce lien entre les modules possède en lui-même des super pouvoirs. En cliquant sur la petite clé liée à cette chaîne, vous pouvez casser ce lien avec Unlink, ce qui vous permettra de recomposer votre scénario à l'infini. Vous pouvez ajouter un module entre deux modules. Vous pouvez aussi ajouter une note pour mieux documenter votre scénario. Vous pouvez aussi ajouter un filtre ou un module spécial, le routeur. Quand vous créez un filtre, vous lui donnez un nom grâce au label et une ou plusieurs conditions. La configuration de cette condition peut utiliser les valeurs retournées par les modules précédents, des opérateurs de comparaison spécifiques au type de valeur concernée, plus grand que, contient, après, et une valeur de comparaison. Et si une condition n'est pas suffisante pour vous, vous pouvez ajouter de nouvelles conditions avec AND ou OR. L'autre module spécifique que vous pouvez ajouter entre deux modules existants est routeur, qui permet de créer de multiples chemins pour votre scénario. Comme vous le pressentez maintenant, les possibilités sont infinies. Je vous promets que nous allons découvrir tout ça, petit à petit, pas à pas. Alors, qu'attendez-vous? Ma promesse, c'est de mettre mes 20 ans d'expérience dans l'enseignement à votre service pour vous permettre de réellement apprendre Make. Quels sont les grands concepts, les mots-clés qu'on va utiliser dans Make? Première chose, Make, c'est un outil d'automatisation, c'est-à-dire que c'est un outil qui va fonctionner sans que tu aies besoin de le regarder. Tu vas mettre tes scénarios en place et dès qu'ils vont pouvoir commencer à courir, ils vont pouvoir fonctionner tout seuls, à intervalles réguliers ou après certains événements. On va parler de ça avec les déclencheurs. Et donc, tu vas voir qu'un scénario, il va pouvoir se déployer en plusieurs modules. Et la première chose qu'on va avoir dans un scénario, que tu vas pouvoir créer toi-même, c'est qu'on va avoir effectivement ces modules, ces petites boules, que tu as déjà vu, si tu as déjà vu des scénarios sur LinkedIn, tu as déjà vu des gens qui parlaient un peu de leur scénario et de ce qu'ils avaient créé. Il y a ces petites boules-là, et ces petites boules, c'est des modules, et chaque module a un petit peu sa fonction. Fonctionne soit avec une application comme Notion, avec Airtable, avec d'autres outils, ou des petits modules qui ont des fonctions très particulières, comme le fait de créer des variables, comme le fait de créer des embranchements, ce qu'on appelle en anglais des routes, et des routes qui vont pouvoir partir à gauche ou à droite en fonction de certaines conditions. Tout ça, c'est des modules que tu vas pouvoir créer. Et donc, le premier module, le module le plus important, c'est le module de trigger, le module de déclencheur, dont on va parler dans quelques secondes. Et après ce module de déclencheur, donc quand on sait comment le scénario commence, eh bien tout simplement, il y a des petits connecteurs, donc des petites lignes. Là, encore une fois, si tu as déjà vu un scénario sur LinkedIn, on t'a déjà présenté une image, il y a le premier module, et puis après, il y a une petite ligne en pointillé, comme ça, vachement esthétique en plus, parce qu'il y a un petit gradient de couleurs comme ça qui passe d'une couleur à l'autre et qui t'amène au prochain module. Et puis de ce second module, on va au troisième, etc., etc. Et donc, pour chacun de ces modules, il y a des actions à prévoir. On peut avoir des modules différents qui accomplissent différentes choses avec les données. Et ce que tu dois aussi pouvoir comprendre, c'est que entre les modules, à chaque fois, les données passent d'un module à l'autre. Et donc, on transfère comme ça des données au fur et à mesure. On les transforme, on les manipule. Et à un moment ou l'autre, on fait passer ces données de module en module pour arriver à un certain résultat au bout du compte. Et donc, pour chacune des actions qu'on a et pour chacun des modules qu'on a, il faudra spécifier effectivement d'où viennent les données, quelles sont les données qu'on va réutiliser, et puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces données, comment est-ce qu'on va les transformer avant de les envoyer dans le prochain module. Okay, et tout ça, ça utilise des fonctions, on va transformer des choses, tu vas voir, encore une fois, qu'on va faire ça très à ton aise, et encore une fois, comme formation de base, eh bien, il n'y aura peut-être pas tous les détails que tu peux trouver dans les excellentes formations qu'on trouve, que ce soit sur Creacity, sur Contournement, avec Lilian Sévoumian, etc. Ici, on est vraiment dans la base de la base. Je veux juste que tu comprennes Make et surtout que tu arrêtes d'être intimidé par Make et que tu te mettes à créer tes propres scénarios, les premières bases, les premières choses, les trucs tout simples, pour ensuite avoir envie d'apprendre plus. Alors, comme je te le disais, un scénario est composé de modules, et ces modules, tu les vois ici, on a un module de déclencheur, de déclenchement, donc c'est le module qui va démarrer le scénario, et puis on va faire passer comme ça des informations. Et si tu regardes même, on a ce petit bouton ici, Explain Flow, et on t'explique bien effectivement que les informations passent d'un module à l'autre au fur et à mesure. On a ce genre de scénario-là avec un déclencheur du type Webhook, on va en reparler, t'inquiète pas. On a d'autres scénarios qui ont comme ça des petites horloges ici devant. Et puis on a des scénarios qui peuvent devenir un petit peu plus compliqués où
on prend certains chemins en fonction de ce qu'on veut faire et on obtient des résultats plus ou moins compliqués avec aussi des filtres, des conditions, etc. Mais on va revenir à des choses très très simples au départ. On va revenir à ce genre de scénario-là qu'on va construire en tout premier. Comprends bien donc qu'un scénario a besoin de modules et que ces modules commencent par un déclencheur. Comme je te le disais, les scénarios make commencent toujours avec un déclencheur. Il faut bien que quelque chose démarre l'histoire. Et ici, on a un déclencheur, tu le vois avec une petite horloge. Et en vrai, regarde, si tu regardes ici en dessous, tu vas voir qu'en fait, notre scénario va démarrer tous les jours, à 6 heures du matin, une fois par jour. Et une fois par jour, ici, il va y avoir un contrôle de tous les mails que j'aurai reçus. Et ne vont passer que certains mails, ceux qui sont filtrés, ceux qui contiennent Apple, ou qui contiennent votre facture Apple, ou qui contiennent Your Receipt from Apple. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, chez Apple, ils n'envoient pas de facture au format PDF, donc je transforme ce que je reçois en PDF pour pouvoir le stocker et l'envoyer à mon comptable. Et donc, en réalité, ici, mon scénario, il commence avec un déclencheur qui est ici un déclencheur programmé. Programmé grâce à quoi? Eh bien, ici, au schedule. Et le schedule te permet de choisir toute une série d'options pour te demander quand est-ce que tu veux que le scénario soit effectué, à quelle heure, et tu peux même commencer à jouer avec des trucs un petit peu plus intéressants. Mais tu as différentes options, en tout cas, pour préparer ta programmation. Tu l'as vu aussi tout à l'heure, on a d'autres types de modules, et ces modules, ce sont des modules qui sont déclenchés instantanément, et tu le vois d'ailleurs bien ici en dessous, immediately as data arrives. C'est-à-dire que, par exemple, ici, dans ce cas-ci, au moment où un bouton est poussé quelque part, on en reparlera, eh bien, en fait, directement, ça enclenche les actions qui suivent. On a souvent ça aussi dans les outils de formulaire. Quand tu vas connecter un outil de formulaire avec Make ici, d'habitude, le trigger, le déclencheur, est un petit éclair ici, est un trigger automatique, un webhook, parce que tout simplement, dès que on appelle le formulaire, dès que le formulaire est terminé, complété, eh bien les données, il faut en faire quelque chose. La plupart du temps, on n'a pas envie d'attendre qu'il y ait un quart d'heure, 1 heure, 2 heures qui soient passées. Non, on vérifie ça et à ce moment-là, on déclenche directement la série des actions qui vont avec. Le fait d'avoir différents déclencheurs veut dire effectivement que tu dois, dès la planification de ton scénario, te demander si tu veux que ces données, que ce que tu vas faire comme scénario soit déclenché automatiquement ou soit planifié dans le temps, ou même que tu le provoques toi-même à la main. Parce que, en vrai, ce que je pourrais faire avec certains scénarios, surtout dans la phase de début, c'est effectivement les programmer, c'est effectivement avoir des webhooks instantanés, mais je pourrais aussi avoir ici la possibilité de déclencher le scénario à la main avec Run Once. Et Run Once, eh bien en fait tout simplement ça va lancer le scénario à la main, ce qui peut être intéressant par exemple dans des cas de migration, quand tu sais que tu dois importer une fois toutes les données d'un côté à l'autre, d'une application à une autre, et que Make va t'aider à faire toutes les transformations automatiquement pour pas devoir faire tout le travail à la main, eh bien tu vas peut-être pouvoir utiliser Run Once pour pouvoir faire ce scénario, pour pouvoir l'accomplir et le laisser se dérouler une seule fois. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est lancer ce scénario un petit peu quand je veux pour faire des tests. Et donc, par exemple, ici, mon outil de mailing, il récupère tous les mails et il ne récupère que les mails qui viennent de noreply@apple.com. OK? Et donc, ce que je pourrais lui dire, c'est que ici, si j'ai envie de faire des tests sur ce scénario-là, je pourrais lui dire choisir quand commencer. Et je pourrais dire, par exemple, all emails, ça va faire beaucoup, mais c'est pas très grave, on va tester ça. Et à ce moment-là, je pourrais lancer ce module seulement, sans enclencher tout le reste du scénario, pour voir quel type de données est-ce que je reçois. Et donc là, par contre, ça va durer un certain temps. Tu vois qu'il y a cette petite barre d'avancement ici, qu'on a ce petit gimmick là qui te dit effectivement que le module, que le scénario est en train de tourner. Et il t'a récupéré effectivement ici toute une série de données. Et tu remarques qu'on parle ici de bundle. Alors, c'est quoi un bundle dans le cas de Make, dans le contexte de Make? Un bundle, c'est un paquet. C'est un certain paquet de données qu'on t'envoie et qui contient ici, dans ce cas-ci, un mail. Donc, chaque bundle ici représente un email qui vient de chez Apple.
Et ça aussi, c'est un vocabulaire qui est très spécifique à Make, parce que cette histoire de bundle fait la grande différence, par exemple, avec ce qui peut se passer dans Zapier. C'est que Zapier est toujours dans l'instantané et récupère toujours les derniers éléments, ce qui est en train de se passer. Tandis que ici, dans Make, tu peux récupérer des données qui sont même déjà relativement anciennes, et tu peux récupérer ça en ayant chaque fois des bundles, c'est-à-dire que ici, il a récupéré les 100 derniers emails, et tu vois bien ici que l'email est complet, et que ceci est un autre email, que ceci est encore un autre email, que ceci est encore un autre email. Et donc, on a effectivement ici des bundles, c'est-à-dire des paquets de données. Et pour chacun de ces paquets de données, ce que tu dois comprendre aussi, c'est que pour chacun de ces paquets de données, on va pouvoir passer ces données ici au fur et à mesure. Donc, ça, on va en parler dans quelques secondes. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ici, je pouvais lancer mon scénario et le laisser tourner grâce à la programmation. Je peux avoir des scénarios qui sont lancés automatiquement, instantanément, quand il reçoit des datas, mais on peut aussi le lancer à la main en choisissant quand est-ce qu'on veut démarrer, jusqu'où est-ce qu'on revient en arrière dans l'histoire par rapport aux éléments qu'on va rechercher, et on peut simplement utiliser ce module-ci et faire tourner un module du scénario, ou, quand on le veut, quand on décide d'y aller, lancer le scénario à la main et voir le scénario se dérouler complètement. Alors, on vient de parler de bundle, je t'ai expliqué un petit peu ce que ça représentait, mais les bundles, ça va avec le mapping. Ouh là là. Alors, le bundle et le mapping, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que au moment où je vais avoir mon scénario qui va se déclencher ici, il va récupérer toute une série de bundles. Je t'ai expliqué tout à l'heure, un bundle, c'est un paquet de données. Hein, c'est comme si on mettait un mail, et puis un deuxième mail, et puis un troisième mail, ou si on était dans Notion, une ligne, et puis une deuxième ligne, et puis une troisième ligne, ou si on était dans Airtable, une data, et puis une autre data, et puis un autre, enfin des records, hein, un premier record, un deuxième record, un troisième record. Donc, on a chaque fois ici des paquets de données dans les bundles. Et ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir transférer des données d'un bundle à l'autre. Et là, ça devient très intéressant parce que, en vrai, si je reprends mon petit avion là que je te montrais tout à l'heure, eh bien, en fait, tu remarques, voilà, j'ai plusieurs emails et chaque email va passer par la machine dans chacun des modules qui sont subséquents. Et donc, on va prendre un email, on va le traiter ici, on va continuer à le traiter là, on va continuer à le traiter là, et chaque fois, on va transformer, on va récupérer, on va créer quelque chose. Pour te donner un petit peu le scénario ici, on récupère le mail, on le transforme en PDF, on le stocke dans Dropbox, on l'envoie par mail au comptable. Et donc, on part de ce mail-ci, on le transforme, et ça, on fait un mapping, donc on récupère les données qui viennent de ce mail et on les intègre ici dans le PDF, par exemple, en récupérant le contenu, en récupérant la personne qui l'a envoyé, en récupérant le sujet, en récupérant la date. Et tu vois bien, ça gigote là, hein, on voit que ça clignote un petit peu. Eh bien, tout simplement, c'est pour te dire que les données viennent bien ici de ce module-ci. Donc, je prends les données du module d'email, je les envoie à PDF, pdf.co, qui est un module qui crée des PDF. Et ici, il va récupérer le content. Ici, il va récupérer le sender name, le subject, la date. Et il va en faire quoi? Si tu remarques ici, il va en faire le nom du PDF qui va être sauvegardé. Okay, et puis ce PDF, on l'a créé. Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, en fait, on va récupérer le fichier qui a été créé ici et on va le stocker ici dans un répertoire. Et tu vois que c'est un scénario que j'ai créé quand Make était encore Integromat. Donc ces principes-là, ce scénario-là, il fonctionne depuis des mois et des mois et des mois dans mon espace. Il fonctionne toujours aussi bien. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? Le PDF qui était là a été récupéré. Il y a eu un mapping du fichier qui a été créé ici dans Dropbox pour l'utiliser dans Dropbox et donc ici dans ce cas-ci pour upload a file, pour envoyer un fichier à Dropbox et le mettre dans le bon répertoire. Okay, et puis le dernier mapping qui se passe, c'est que en vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi récupérer ce mail et on va récupérer aussi, enfin on va pas récupérer le mail, on va créer un mail. On va créer un mail qu'on va envoyer ici à mon comptable, pour lequel on va formater la date ici pour dire
voilà, c'est la date de maintenant, c'est la date à laquelle je t'envoie le fichier, et on va récupérer encore une fois, c'est pas spécialement toujours le module juste avant, on va récupérer ici dans ce module-ci le PDF qu'on a créé au module entre guillemets numéro 2. Et donc tu vois que dans le mapping, on fait effectivement passer des données d'un module à l'autre, qu'on le transforme, on transforme ces données et on les réutilise et on peut même revenir assez loin en arrière pour récupérer ici par exemple des données qui viennent du précédent module ou de modules encore avant eux. Maintenant, petite subtilité par rapport à ça. Et là, je vais te montrer ce module-ci, ce scénario-ci. Tu remarques qu'il y a un petit peu de tout. Il y a du Notion là-dedans, il y a des variables. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ici, DALL-E qui est là, enfin ChatGPT qui est ici, ne peut pas utiliser des données qui viennent de ces modules-ci, de ces transformations-ci. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne sont pas dans la bonne route. C'est-à-dire que si je reprenais mon scénario complet, ok, et que je lançais ici ce petit explain flow que je t'ai montré, ici on voit bien qu'il y a une séparation. Soit ça va là au-dessus, et ici on resépare et on réutilise plusieurs fois et on refait tout ça, on refait une boucle. Soit il descend ici, et puis là, soit il va ici, soit il va là. Et donc, forcément, les données que ce module-ci va recevoir viennent de cette branche-ci, pas de cette branche-là. Alors, il y a moyen, avec des variables, de faire passer des données d'une branche à l'autre. Mais réfléchis bien à ton scénario. Planifie-le, prends ton crayon, prends ton papier. Essaye de dessiner ton scénario. Parce que normalement, quand on est dans une branche, il faut bien considérer que le mapping, c'est de faire passer des données d'un module à un autre. Et tu vois ici, il y a encore un routeur. Donc tu vois bien que ton truc d'embranchement, là, fait qu'effectivement, à un moment ou l'autre, tu vas avoir plein de routes différentes. Et que toutes ces routes différentes, il faut faire attention aux données qu'elles vont recevoir pour voir quel traitement on peut appliquer à ces données. OK? Alors, je reviens sur ce scénario-ci pour te montrer que, en vrai, ce que tu peux faire aussi, c'est au niveau de tes petites routes, là, de tes petits chemins entre les modules, tu peux introduire des choses un peu plus intéressantes, comme par exemple des filtres ou des routeurs qui vont te permettre de créer des scénarios à plusieurs embranchements. Le premier truc, le truc le plus simple, c'est de simplement mettre un filtre. Et tu vois que ici, j'ai rajouté un filtre avec plusieurs conditions, des conditions du type ou, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça, et que la donnée ne va passer de ce module-ci à ce module-là, il va y avoir un mapping que si le filtre est respecté, si les données peuvent passer à travers le filtre. Ok? Et donc sur ce chemin ici, je peux choisir effectivement de mettre un filtre ou de l'enlever, d'ajouter un routeur ou même d'ajouter un module entre les modules. Si je me rends compte qu'il me manque une action ici entre ces deux modules-ci, je pourrais très bien ajouter un module entre les deux modules. Et donc tu vois que sur les trajets ici, sur ce qu'on peut faire de ce côté-là, on a aussi des possibilités. Ça, c'est assez simple, c'est un simple filtre. Mais tu vois que quand je refais bouton droit ici, je pourrais aussi ajouter un routeur. Alors, c'est quoi un routeur? Eh bien, ça fait partie de tous les outils qui sont ici en dessous. Et par exemple, ici dans Flow Control, on a effectivement routeur. Et routeur, ça dit bien ce que ça veut dire. On a une route et on la sépare en plusieurs routes. On a notre scénario principal et puis on déclenche différents, pas scénarios, parce que je ne veux pas mélanger les mots, mais différentes possibilités en fonction des données qu'on reçoit. C'est ce qui veut dire que, pardon, ici, je vais effacer celui-ci. Ce qui veut dire que ici, par exemple, quand je reprends ce scénario-là, à un moment ou l'autre, on essaye de vérifier au niveau des filtres si ceci est vrai ou pas. Et donc, on a des données qui arrivent ici, et on arrive un petit peu à la croisée des chemins. Et en fonction du filtre, est-ce que ce filtre-là est respecté ou pas? Est-ce qu'il y a ou pas, dans ce cas-ci, dans Notion, un contenu du type bullet list? Si c'est oui, alors on prend cette route-ci. Si c'est pas le cas, alors on va prendre l'autre route. Et tu verras que si tu te mets ici sur l'embranchement, tu peux aussi commencer à choisir des trucs un peu intéressants et par exemple dire que ici, ceci est le fallback route, c'est-à-dire
le chemin qu'on doit prendre si aucune condition n'est respectée. Si le filtre ne passe par rien, alors on prend cette route-ci. Et donc, par exemple, sur celle-ci, je pourrais dire, bah, si c'est pas ce filtre-là, alors effectivement, on va toujours utiliser cette route-ci. Mais tu pourrais aussi refuser ça et dire d'autres petites choses un peu plus subtiles, mais là, encore une fois, ton crayon, ton papier, et tu essaies de déterminer quel est le chemin le plus logique, quel est le chemin que tout doit suivre si jamais rien d'autre n'est possible, ou est-ce qu'il faudrait peut-être même que le scénario s'arrête. Et donc ici, on pourrait même disable la route, on pourrait dire finalement j'ai fait mes tests, mais cette route pour l'instant je ne vais pas pouvoir l'utiliser, ou on peut l'enable. On peut rajouter encore un autre routeur, on peut rajouter un autre module, on peut sélectionner toute la branche pour sélectionner tous les modules qui font partie de cette branche-là, et donc il te sélectionne tout en une seule fois. Donc voilà, il y a plein d'options, mais le plus important ici dans cette histoire de mon point de vue, c'est de bien comprendre que quand je clique ici, sur routeur, en fait, je crée une nouvelle branche, et que cette nouvelle branche, s'il n'y a pas de filtre, les données vont passer d'abord par cette branche-là, et ensuite par cette branche-ci. Mais s'il y a un filtre, eh bien évidemment, les données ne vont passer de l'un à l'autre qu'en fonction du résultat du filtre, qu'en fonction de savoir si le filtre a été respecté ou pas. Ok. Alors, ça, c'est pour notre histoire de routeur de filtre et de conditions. Et donc, avec tes conditions, bah, tu peux jouer ici et faire des trucs qui peuvent devenir assez sympathiques. Et tu vois qu'ici, il y a plein d'embranchements et que tous ces embranchements-là permettent de faire des choses un petit peu intéressantes. Le prochain module un peu spécial dont je veux te parler, c'est Iterator. Iterator, en fait, il va récupérer un array. Alors, comment est-ce qu'on repère un array? Eh bien, on repère un array avec ces petits crochets. D'accord? Donc, première chose, c'est comment est-ce qu'on voit que c'est un array? Avec les petits crochets qui sont ici derrière. C'est quoi un array? Eh bien, un array, c'est un petit peu comme au tout début, là, quand tu vois on a récupéré une centaine de mails et je t'ai dit il y a une centaine de bundles. Eh bien, un array, c'est un paquet d'informations qui sont toutes structurées de la même manière. Alors là, si tu veux sentir la différence entre un array et une collection, je te conseille de regarder la vidéo que je vais te mettre en dessous dans le texte, la vidéo sur Make, c'est comme une boîte de chocolat. C'est une vidéo que tu aurais déjà dû voir. Je t'ai déjà demandé de la voir précédemment, mais tu t'es peut-être jeté sur la première leçon et tu as peut-être oublié de regarder cette vidéo-là qui pour moi est fondamentale, qui pour moi est très importante et sans doute une des plus importantes sur Make, peu importe quelle chaîne, peu importe quel contenu. Je crois que Make, c'est comme une boîte de chocolat, c'est vraiment une excellente vidéo pour t'expliquer les concepts. Mais donc si ici, OpenAI, ChatGPT, te renvoie un array, te renvoie une série de données qui sont toutes structurées de la même manière, eh bien ici, tu as besoin d'un itérator. Et cet itérator, si tu te souviens un petit peu de ce qui s'est passé tout à l'heure quand on faisait ici notre petit explain flow, il va passer par chaque item de l'array. Donc il va prendre ton grand paquet, et puis il va passer par chaque ligne de ce grand paquet, et appliquer la même information ici. Et donc ici, il va créer autant d'items de database dans Notion qu'il y a de morceaux dans mon array. Si mon array contient 3 éléments, 3 items, eh bien, il va créer 3 éléments dans Notion. S'il y en a 6, il va en créer 6. S'il y en a 0, il ne va rien créer. Et donc, cet itérateur récupère un array, récupère un paquet, et le split pour pouvoir, à chaque fois, effectuer la même action. Okay, et ça, c'est vraiment un des outils que tu vas utiliser le plus souvent, c'est l'itérateur. C'est l'outil qui sépare un paquet de données, un array, en plusieurs pour pouvoir chaque fois lui affecter la même action. Le pendant de l'itérateur, c'est l'agrégateur. L'agrégateur, lui, il va rassembler. Et donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un module dans Notion qui va lister tout le contenu d'une page. Et moi, ce que je veux, c'est que dans tout ce contenu de page, je veux l'agréger en un seul bloc de texte. Et donc ici, en fait, mon agrégateur, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend toutes les informations qui sont ici dans les différents modules, dans tous les contenus de page qu'on va récupérer, et il en fait un seul texte. Pourquoi? Parce qu'il va récupérer pour chacun des éléments qui sont là-dedans, le plain text, donc le texte uniquement, dans le contenu de page Notion, et il va le transformer en une chaîne de caractères duquel il aura retiré effectivement tout le code HTML
pour ne récupérer que du texte. Et donc tu vois que cet agrégateur, il a aussi un petit côté particulier, c'est qu'il entoure ici le module précédent, mais ça pourrait être 2, 3, 4 modules devant, c'est pas grave, mais il prend bien effectivement le contenu du module précédent pour en refaire un seul contenu. Donc celui-ci renvoie, encore une fois, un array, comme je t'expliquais tout à l'heure, une série de données, il y a plusieurs paragraphes, par exemple, de texte, et celui-ci récupère tous ces paragraphes de texte pour ne faire qu'un seul bloc de texte en récupérant tout ça et en le transformant en une chaîne de caractères dont on a retiré l'HTML. Ok? Donc, itérateur sépare, agrégateur rassemble. Alors, pour notre dernière partie d'explication, avant de rentrer vraiment dans le côté pratico-pratique, je veux te montrer encore ceci. C'est que, en fait, chaque module ici doit être connecté quand même au service qu'il essaye d'atteindre. Alors, les modules HTTP, c'est des modules assez simples parce qu'en fait, ils ont besoin juste d'une adresse, d'une URL pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir récupérer leurs informations. Et donc, si je lançais ce module-ci, il va me récupérer ici toute une série de bundles, si tu te rappelles, toute une série d'informations, c'est des informations de contact, avec chaque fois first name, last name, email, birth, company, et le prochain, il a la même structure, c'est pour ça que c'est un array, c'est parce qu'en fait, c'est un ensemble de données qui respecte toujours la même structure. Eh bien, ça, c'est assez facile, et tu vas me dire, il n'y a pas vraiment de connexion. Tout ce qu'on avait besoin pour ça, c'est d'avoir une URL sur laquelle je puisse aller récupérer ces données-là. C'est juste, c'est vrai. Si par contre je devais me connecter à Notion, si je prenais ici un nouveau module et que j'appuyais, je cherchais Notion, et que je disais par exemple update a page, mets à jour une page, il faudrait me connecter. Alors ici, évidemment, moi avec le temps, j'ai beaucoup de connexions à beaucoup d'espaces Notion, etc. Mais partons du principe que ceci serait presque vide et que tu voudrais ajouter une nouvelle connexion à Notion, eh bien tu dois faire ça ici avec une nouvelle connexion et tu dois donc connecter Make avec ton Notion. C'est la vidéo qu'on va faire juste ici après, ce sera quasiment notre premier exemple pratique, mais tu comprends bien que ce soit avec Notion, que ce soit avec ton outil de mail, donc ici par exemple si je prends Gmail, ou avec mon outil d'email, où je veux créer un mail par exemple, send an email, ok? Et que ici je dois me connecter à mon compte mail, forcément. Donc ici, si je veux envoyer des mails avec mon compte Creacity, je dois rentrer les informations de connexion. Ici, par exemple, Other SMTP, je dois rentrer les différentes informations de connexion pour pouvoir me connecter à mon compte mail. C'est assez logique. Et donc, tous les modules qui sont ici dans Make ne sont pas automatiquement reliés à ton compte. C'est évident. Tu dois créer une connexion pour chacun des modules que tu veux utiliser avec tes données. Alors, dans les prochaines vidéos, dans les premières vidéos d'exemple qu'on va faire, je vais te montrer effectivement comment te connecter à Notion, comment on va pouvoir faire ça, mais tu dois te rendre compte qu'en fait, chaque module a un petit peu son mode de connexion, a ses propres options, demande plus ou moins de choses. D'ailleurs, ici, je t'ai montré un module super simple avec HTTP, mais dans HTTP, en vrai, il y a plusieurs autres modules d'HTTP qui demandent de faire des choses plus ou moins compliquées, avec par exemple OAuth, qui est un système d'autorisation, où on peut tomber sur des trucs vraiment un peu plus compliqués, un peu plus intéressants. Je te montrerai peut-être à un moment ou l'autre là-dessus le module YouTube qui n'existe pas, et donc tu es obligé de passer par un HTTP request, et on est obligé de faire des trucs un petit peu compliqués. Ça va plus loin que ce que je veux faire ici dans une formation gratuite pour débutants, mais sache que les scénarios peuvent devenir rapidement assez compliqués si on ne sait pas déjà connecter les données. Le plus important, c'est quand même de pouvoir se connecter à ces données pour pouvoir les manipuler. Ok ? Pour notre première mise en pratique, je voulais quand même commencer par ce panneau-ci, qui est le panneau avec le compte que j'utilise pour les formations que je donne. Tu vois que c'est un panneau sur lequel, en fait, je dépense 108 €, 108 $ par an. Ça veut dire que j'ai le plan actuellement ici sur cet espace-ci à 10,9 par mois. Donc c'est 10,59 $ par mois si tu le fais au moins, 9 $ si tu le fais par an. C'est tout à fait suffisant pour commencer de mon point de vue. Mais ça implique que tu as effectivement plus que les 1000 opérations que tu peux utiliser quand tu es complètement en plan gratuit.
avec 10 000 opérations, tous les scénarios ici qui tournent fonctionnent plutôt bien. De mon point de vue, j'ai pas vraiment de problème. J'ai de temps en temps un petit spike. Quand je fais certains tests, je dois racheter parfois des extra operations pour avoir un peu plus d'opérations ce mois-là exactement. Mais dans l'absolu, ça fonctionne plutôt bien. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est que tu peux aussi, dans tes scénarios qui sont ici, tu peux créer des folders. Alors ici, on va créer notre folder directement pour formation gratuite Make, FGM, ok. Et ça veut dire que dans ces folders, tu peux placer certains scénarios pour les retrouver plus facilement. Et donc par exemple, ici, j'ai un scénario que j'ai montré déjà tout à l'heure et qui est FGM HTTP Request, notre premier scénario avec lequel on va jouer dans notre première mise en pratique. Et donc en vrai, ça te permet ici, ces dossiers-là, de bien organiser tes scénarios, de voir lesquels sont actifs ou pas actifs, pour savoir s'ils sont actifs ou pas. Tu les glisses ici, tu mets en route le scénario et à ce moment-là, soit il va tourner au moment où tu l'as programmé, soit il va tourner à chaque fois qu'il y a une action qui le déclenche, avec un webhook. Mais donc ici, on a clairement notre premier module qui est créé, notre premier scénario qui est placé en tout cas dans un bon répertoire. Ce que tu dois comprendre aussi, c'est qu'au niveau de l'organisation, tu vois que chacune des actions que tu vas faire est comptabilisée. Et donc, tu as des opérations et du data transfer. Des opérations, c'est chaque fois qu'on passe par un module pour faire quelque chose, ça compte comme une opération. Le data transfer, c'est quand tu prends des fichiers et que tu les transfères à travers Make. Et tout ça, il y a des limites qui sont imposées effectivement par ton plan de paiement, par ton abonnement. Mais encore une fois, je te dis, moi j'ai le plus bas plan pour ce compte-ci et ça fonctionne très bien. J'ai pas besoin de plus. Pour moi, c'est nettement suffisant. Alors on était tout à l'heure, je disais, sur un scénario. Et dans ce premier scénario ici, dans FGM, on avait fait tout à l'heure une connexion avec un outil, Mocaru, que j'utilise assez souvent pour créer des données factices. Donc ça, bon, il y a une chouette vidéo de contournement sur Mocaru si tu veux voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais donc, avec Mocaru, j'ai créé effectivement ici des données factices que je peux réutiliser à chaque fois dans mes scénarios. Et donc, ce que je peux faire à partir de ce moment-ci, c'est que j'ai bien récupéré ici une série de data qui sont dans un array. Je rappelle qu'un array, c'est une série de données qui sont structurées toujours de la même manière. Et tu vois que ici, mon first name, last name, email, birth et company, ils sont mentionnés. Et tu verras bien ici, d'ailleurs, on en reparlera, que notre date de naissance qui est là, en fait, c'est du texte et pas du tout une date. Et que donc, il va falloir le transformer, surtout que c'est une date à l'européenne, 3/11/2002, et que les dates au format ISO, elles ne fonctionnent pas dans cet ordre-là. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire maintenant comme premier scénario, comme mise en pratique de tout ça, sans commencer à utiliser d'autres connecteurs et des modules qui viennent d'autres programmes, etc. Ça, ce sera pour notre deuxième exemple quand on commencera à jouer avec Notion. C'est que ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une variable. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours, moi, utiliser set multiple variables, c'est-à-dire que je vais créer plusieurs variables. Tu pourrais le faire avec une seule, mais je ne suis pas sûr que c'est toujours utile. Et donc, quand je veux ajouter un nouveau module à mon scénario, tout simplement, je le cherche ici avec cette histoire-ci. Et ici, je te dirais bien set multiple variables. Voilà. OK. Alors, ça veut dire que maintenant, je les relis. Donc, tu vois que tu as bien effectivement cette petite ligne avec les pointillés qui est très jolie, que tu as le filtre ici, etc. Et une première variable, une première transformation que je pourrais faire grâce au mapping, c'est de dire que je vais utiliser, par exemple, je vais créer le nom de famille en majuscule. Alors, je te conseille de jamais utiliser des variables aussi longues. À un moment ou l'autre, tu vas réduire tout ça et tu vas, par exemple, dire nom femme, hein, en le mettant en majuscule. Mais ici, comme on est au début et que je veux rester très très simple et que je veux que ce soit très lisible pour tout le monde, la variable que je vais créer, elle va s'appeler nom de famille en majuscule. Ça, c'est le nom de ma variable. Et maintenant, il faut lui donner une valeur à cette variable. Alors, je pourrais moi-même inventer un truc et dire que pour tout le monde, le nom de famille va être ça. Et si je fais ça, eh bien, il va passer ça. Et à chaque fois, il va dire, OK, le nom de famille, c'est ça. Mais ça n'a aucun intérêt pour nous.
franchement, l'intérêt est super limité, puisque, en vrai, ce qu'on veut, c'est pas avoir un nom de famille qui soit le même pour tout le monde. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, il n'a pas du tout récupéré les données qui venaient de ce premier module-ci. Donc, on a deux problèmes avec ça. C'est que, un, si on fait ça, tout le monde va avoir le même nom de domaine. Et en plus, il n'a pas vraiment récupéré d'informations qui venaient d'ici. Il n'y a pas eu un transfert, il n'y a pas eu un mapping des données qui venaient de ce premier module, puisque ici, on avait plein de personnes avec des noms de famille, etc. Et ici, on ne les retrouve pas du tout. Alors, si tu te souviens, je vais effacer ça, je vais séparer un petit peu ces deux trucs-là pour l'instant. Si tu te souviens, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un itérateur. Et itérateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un array et il le sépare en plusieurs morceaux. Ici, si on utilise un itérateur sur notre array qui contient 20 informations, eh bien, il y a un bundle parce que les données ont été transmises une seule fois, il y a un gros paquet, et dans ce gros paquet, on a un array avec 20 informations. Et donc, ce qu'on veut maintenant, c'est séparer ici avec un module. Un module qui va faire quoi? Un module qui va faire itérateur. Un module qui va passer à travers quoi? Eh bien, l'array ici qui est là. Je te rappelle que l'array, il est toujours entre crochets. Je vais récupérer cet array ici et je vais le passer par l'itérateur. Ici, ma petite baguette magique pour faire ça. Ce qui veut dire que maintenant, il va récupérer les données qui sont ici à l'intérieur de mon array, qui sont à l'intérieur ici de mes data. Il va les séparer en 20 morceaux, et 20 fois, il va appliquer ce qui se passe ici. Donc ça veut dire que si je fais ça, il est passé une fois par l'itérateur, mais maintenant tu vois qu'ici, mon résultat est de 20 opérations. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que le nom de famille est resté toujours le même. OK? Donc, ici, notre problème avec ça, c'est que maintenant, on a bien les données qui sont passées. Elles ont bien été séparées en 20 passages. On a bien 20 opérations qui ont été effectuées, sauf que le résultat est toujours le même. Et pourquoi le résultat est toujours le même? Parce qu'en fait, on n'a pas récupéré la valeur qui venait ici de notre premier module, ou même de notre deuxième module. Et d'ailleurs, tu vois ici, on a quelque chose qui est venu s'ajouter là. On a maintenant les données qui sont passées par l'itérateur, puisque ici, il a chaque fois récupéré maintenant 20 bundles. Il a séparé notre array en 20 bundles, 20 paquets. Et dans chaque paquet, il y a Christie, Payne, etc. Ce qui veut dire que maintenant, ici, au lieu de taper moi-même le nom de famille, je vais pouvoir récupérer le last name. Et last name, si je fais juste ça, en fait, il va récupérer, boum, les 20 noms de famille. Donc ça, c'est déjà pas mal. Nom de famille, nom de famille, nom de famille, nom de famille. Ok, cool. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit, pour rappel, en majuscule. Et là, en fait, tout simplement, maintenant qu'on a récupéré les données, maintenant qu'on a fait passer la donnée au fur et à mesure dans les différents modules, maintenant qu'on a fait le mapping des données, ce qu'on va pouvoir appliquer, c'est une fonction. Et la fonction, eh bien, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée? Comment est-ce qu'on va la traiter? Et ce que tu peux faire, c'est que ici, tu as différentes fonctions qui correspondent à des fonctions générales, qui correspondent plus à des questions de formatage et de conditions et de égal et pas égal, etc. Tu as des choses qui sont liées à des fonctions mathématiques. Et donc, quand tu vas manipuler les nombres, tu vas plutôt utiliser ces fonctions-là. Et puis, tu as des fonctions de texte. Alors, tu as aussi des fonctions de date, tu as aussi des fonctions sur les arrays, tu as pas mal de possibilités. Mais moi, ce que je vais prendre pour l'instant ici, c'est des fonctions de texte. Et quelle est la fonction de texte que je veux? Eh bien, je veux une fonction de texte qui va transformer mon texte en majuscule. Et quand tu passes par les différentes fonctions, tu as bien effectivement ici la petite explication qui va bien. Et on t'explique aussi comment l'utiliser. C'est-à-dire que tu vas avoir upper, et entre parenthèses, tu vas avoir la donnée que tu veux transformer en majuscule. Parce que si tu fais ça, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu n'as rien ici entre les parenthèses. Okay. Par contre, si je prends mon module et que j'essaie de le glisser dedans, ça marche parfois, ça ne marche pas tout le temps. Hop, voilà. Il faut bien attendre que la petite barre verticale soit bien au bon endroit. Et maintenant, mon nom de famille, si je repasse encore une fois mon scénario, mon nom de famille,
va bien apparaître en majuscule. Donc ça, c'est super. OK? Ça veut dire que maintenant, je pourrais créer aussi, avec ça, j'ai créé ici ma variable nom de famille en majuscule, je pourrais aussi créer quelque chose qui s'appellerait nom complet. Et nom complet, on sait bien que si on sépare le prénom et le nom, on aime bien aussi avoir le nom complet. Ça peut être intéressant aussi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Eh bien, je vais utiliser le first name, puis je vais mettre un espace, tout bête. Je pourrais utiliser un espace comme ça ici, ou je pourrais utiliser ici, dans les fonctions de texte, space, petit espace, ok, ou non-seekable blank space, mais ici, on ne va pas aller trop loin pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma petite étoile pour récupérer les données du mapping. Et cette fois-ci, je vais faire à nouveau last name, mais avant de faire ça, je vais utiliser upper et me mettre bien ici au milieu, entre les deux, prendre ma donnée et venir la mettre exactement ici, entre les parenthèses du upper. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai bien ici le nom de famille en majuscule, mais j'ai bien aussi le nom complet avec le prénom et le nom de famille en majuscule. Ok? D'accord? Donc ça, on commence déjà à faire des trucs un petit peu intéressants, on commence déjà à manipuler des données, à les agréger d'une certaine manière. La prochaine étape qu'on peut faire, la prochaine variable qu'on peut faire, tu vois que je peux refermer ça ici comme ça, assez facilement pour un peu plus de lisibilité, c'est que je vais pouvoir aussi transformer la date de naissance. Alors ici, birth, si tu te souviens bien de ce qu'on a dit tout à l'heure, pardon, birth, ici, je vais mettre naissance. Birth, tout à l'heure, on a dit, c'est du texte. Et c'est du texte en plus à l'européenne. Mais si tu regardes dans les fonctions ici, qu'il y a à l'intérieur de cet onglet-ci, tu as un parse date. Et ton parse date, qu'est-ce qu'il dit? Il te demande deux arguments, il te demande deux renseignements. Il te demande la date, et ici la date c'est le texte qu'on va lui fournir, et il te demande le format actuel de la date. Et donc si je prends parse date, et que ici je me mets là, quel est le premier renseignement qu'on me demande? On me demande la date formatée telle qu'elle est formatée actuellement. Conséquent, je reviens ici dans mon mapping et je vais récupérer birth, qui est la date de naissance telle que je l'ai actuellement. Et je t'ai dit tout à l'heure, on a bien vu, la date, elle est formatée selon jour, mois et année, séparés par des points. Conséquence, je vais faire quoi? Je vais utiliser dd.mm.yy. Et avec ça, je dis à make, tu prends la date de naissance et tu la parses, tu la transformes en une vraie date en considérant que le format dans lequel la date est actuellement, c'est dd, mm, yy. Et à ce moment-là, quand je vais lancer mon scénario, j'ai bien, cette fois-ci, une vraie date. Tu le vois parce que maintenant, elle est mise en langage clair. Et au départ, on avait une date de naissance qui était au format texte, 22 mars 1974. Et ici, maintenant, elle est devenue le 22 mars 1974, mais au format date. Et si tu vas l'implémenter quelque part ailleurs, tu verras qu'elle est dans le format qu'un ordinateur peut comprendre et qui est universel, le format de date ISO dans ce cas-ci. Ok, donc on a transformé, on avait ici toute une série d'informations. On avait le prénom, le nom, l'email et la date de naissance. On a récupéré le nom en majuscule, on a récupéré le nom complet, on a recréé une date. On a encore un email dont on va pouvoir discuter éventuellement à un moment ou l'autre. Et puis on a une compagnie, c'est-à-dire une entité. Et cette entité, si je reviens dans Mankaroo, ici tu verras que c'est comme si on avait des données qui étaient exportées d'un Excel ou d'un n'importe quoi comme ça. Et en vrai, pour l'instant, cette compagnie, l'entreprise dans laquelle cette personne travaille, vient effectivement d'un autre dataset, d'une autre série de données, où tu vois qu'il y a ici toutes les informations sur une entreprise Yodo qui est basée en France,
sur Flash7 qui est basé en France, sur Linkbuzz qui est en Belgique, etc. Et c'est ces mêmes compagnies, c'est ces mêmes entreprises que tu retrouves au niveau des contacts. Et ces contacts utilisent ici les compagnies pour remplir ce champ-là. Et donc, quand tu arrives ici, quand tu as ceci, tu as à l'intérieur ici ce genre de choses-là avec compagnie. Ce qui serait intéressant, c'est qu'à un moment ou l'autre, ça devrait pouvoir se transformer en une relation dans Notion, par exemple, entre une base de données des contacts et une base de données d'entreprise. C'est bien pour ça d'ailleurs que notre deuxième exemple pratique va jouer avec Notion. Alors, pour pouvoir travailler dans Notion, on va créer une page un petit peu spécifique ici dans la formation gratuite. Je vais créer effectivement une page, et cette page, je vais l'appeler CRM avec Make. Okay. Et ce que je veux ici, c'est créer une première base de données, une base de données intégrée, à laquelle je vais donner un titre, et que je vais appeler formation gratuite Make Contact DB. Ok, ce que j'ai besoin dans cette base de données, c'est du nom. Mais ce que je veux, c'est que ce soit le nom complet ici. Je veux le prénom, le nom. Je veux une adresse mail. Et je veux une date de naissance. Ok. Et après, je vais avoir besoin aussi d'une deuxième base de données. Cette base de données, je vais l'appeler FGM entité DB. Et ici, je vais utiliser le nom de l'entité. Je vais supprimer ceci. Par contre, je vais créer une relation directement entre entité et contact. Et donc, ce que je veux, c'est que ici, j'ai contact avec un R entre parenthèses pour montrer que c'est une relation. Et de l'autre côté, je veux une relation avec entité avec un R entre parenthèses pour montrer que c'est une relation. Et donc maintenant, on a bien, si je mets cette page ici en pleine largeur, on a bien une base de données de contacts et une base de données des entités. Je fais tout depuis le début pour bien te montrer comment ça fonctionne. Ce que tu dois aussi repérer, c'est que ici, donc bien en haut à droite, on a connecté à, et pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de connexions qui sont... il n'y a pas d'applications qui sont connectées, mais tu vois qu'il y en a plein qui seraient possibles éventuellement. Il y a des connexions qui existent déjà, par exemple, avec mon espace de travail habituel, avec Zapier, avec d'autres possibilités. Mais ici, pour l'instant, on part du principe qu'il n'y a absolument rien. Maintenant, je vais revenir dans Make et je vais créer cette connexion avec Notion. J'ai besoin de ma connexion avec Notion pour fonctionner. Conséquence, ici, je vais utiliser Notion et je vais create a database item. Okay. Et à ce moment-là, je dois créer une connexion. Alors, je vais partir du principe qu'il n'y avait pas de connexion et je vais en ajouter une. Je vais ajouter une interne. Okay. Et je vais dire FGM pour le nom de ma connexion. Et puis, il me demande un Internal Integration Token. Qu'est-ce que je vais faire alors à ce moment-là? Je vais aller sur developers.notion, c'est avec un seul P, je pense, .notion.com. Et je vais ici, View My Integrations. Et évidemment, encore une fois, j'en ai tout un paquet, mais je vais créer une nouvelle intégration, une intégration interne sur mon espace Team Creacity que je vais appeler FGM. Pas besoin d'une image, et on est parti. Tu affiches, tu copies, et puis de ce côté-ci, dans Autorisation, tu peux encore venir rajouter différentes choses, et tu pourrais dire par exemple que tu veux lire et insérer des commentaires, ou tu pourrais consulter par exemple les informations des utilisateurs et enregistrer les modifications. Ce qui veut dire qu'ici maintenant, tu peux rajouter le token, dire Save,
et tu as une nouvelle intégration, une nouvelle connexion à Notion via FGM. Sauf que pour l'instant, FGM n'est connecté à rien. Oui, il est connecté à Notion, mais il a accès à aucune page. Et donc ici, tu vas venir là et faire connecter à, et tu as bien FGM maintenant qui apparaît ici. Et donc cette page-ci et tous ces enfants, donc toutes les bases de données qui sont en dessous, vont maintenant être disponibles pour FGM, notre connexion entre Notion et Make. Ce qui veut dire que maintenant ici, je pourrais dire que je vais chercher une base de données. Quelle base de données est-ce que je vais chercher? FGM contact. Je fais OK. Et il me trouve bien FGM contact DB. Je clique dessus. Tu remarqueras que tu pourrais rentrer toi-même directement l'ID de la base de données, mais finalement, si tu as un bouton de recherche, pourquoi ne pas l'utiliser? Ce qui veut dire que ici, le nom complet, eh bien, tu vas pouvoir réutiliser le nom complet que tu avais créé dans notre précédent exercice avec cette multiple variables. Et donc, tu vas venir ici, nom complet. L'entité, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On verra qu'il y aura moyen de jouer avec ça un petit peu plus tard. Mais le prénom, c'est facile, on peut même le récupérer ici. L'email, on peut le récupérer ici. Le nom, alors si on veut le nom en majuscule, on peut le prendre là. Sinon, on peut le prendre ici. Mettons qu'on le veut en majuscule. Et que la naissance, au niveau du start time, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser la date de naissance que Make nous a créée tout à l'heure. OK? On n'a pas besoin du temps, on n'a pas besoin d'une end time pour cette date de naissance, tout est correct. Et donc maintenant, si je lance mon scénario, évidemment, il va me remplir ici, hop, boum, on est parti. Il va remplir ma liste de contacts ici, avec les contacts qui sont dans ma liste qui est dans HTTP request. Et donc, on a bien ici tout ça qui se remplit, super, ça fonctionne, on est content, la joie nous envahit. Alors maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est nos entités. Pour nos entités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici un autre scénario qui est sensiblement le même, plus simple parce qu'on n'a pas besoin de faire de transformation de ce côté-là. Et ce scénario-là, on va le lancer et il est relié tout simplement avec l'autre base de données, la base de données des entités. Et il rajoute effectivement les 5 entités qui sont dans la liste. Ce qu'il nous faudrait maintenant qu'on sait qu'on a nos entités, maintenant qu'on a nos contacts, ce qu'il nous faudrait, c'est qu'on puisse lier directement nos entités et nos contacts. Alors pour faire ça, je vais commencer par effacer toute ma liste ici de contacts, on va repartir de là, maintenant qu'on sait qu'on a nos entités. Et ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici dans Contacts. Et en vrai, à la fin des contacts, ce qu'on va vouloir, c'est faire une petite recherche pour faire un update. Donc, on a bien toute notre première partie du scénario qui fonctionne. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est après ceci, faire une petite recherche, ou on pourrait le faire ici avant, c'est pareil. Ça n'a pas beaucoup de... Ça fait pas beaucoup de différence si on le fait avant ou après. La seule chose, c'est que moi, je préfère le faire après ici, dans ce cas-ci, pour suivre notre explication. Mais ce qu'on va vouloir ici, effectivement, c'est chercher un objet. Et on va vouloir chercher un objet dans la database des entités. OK? Et dans la base des entités, ce qu'on va vouloir trouver, c'est une entité qui est ici, au niveau entité, et qui est égale à compagnie, qui est ici. OK? Alors, commençons par faire ça. On va juste pour l'instant enlever le lien vers notre création de contact, juste pour faire notre test. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant voir si effectivement, dans la liste des entités, on trouve bien l'entité qui correspond. Alors, est-ce qu'il trouve quelque chose? La limite est sur 10, c'est un petit peu trop. Il a bien fait ici entité no-codeur et il a bien trouvé effectivement une réponse. On voit bien que le nombre de réponses, c'est un bundle. Il a bien trouvé à chaque fois une entreprise qui correspondait. Donc ça, c'est assez rassurant. Alors, on va pouvoir reconnecter à maintenant notre module ici. Et ce qu'on va faire, c'est que comme ce module-ci récupère bien effectivement un ID de page, la page de quoi?
eh bien, la page de No Coders Pro ici, qui est la société qui est liée, eh bien, on va récupérer cet ID ici de page et on va pouvoir créer notre relation. Ce qui veut dire que là, je vais faire un update, ça vous permettra aussi de voir comment on fait pour récupérer la donnée d'avant. On va faire un update qui recherche bien toujours au niveau des contacts. On va faire un update de quoi? Eh bien, de l'item précédent. Donc ici, il vous demande un database d'item item ID. Ça veut dire qu'il veut récupérer maintenant, ici, dans le create, il veut récupérer le database item ID que vous aviez déjà trouvé. Alors, encore une fois, normalement, tu mets la recherche avant et tu crées directement la relation au moment où tu crées l'item de database. C'est pas un problème. Mais ici, je vous montre l'autre manière ou une autre manière détournée d'utiliser database item ID pour faire un update, ce qui me semblait intéressant aussi dans le contexte de cette formation-ci gratuite. Donc, je retrouve le database item ID qui vient de notre premier module ici qui a créé là. Et ce qu'on veut cette fois-ci, en fait, c'est pas utiliser ici une des entités qui est listée parce que on ne sait jamais laquelle. Ce qu'on veut, c'est créer un map. Et le mapping, c'est que justement, au lieu de cocher la case, on va lui donner le résultat de notre recherche. Et le résultat de notre recherche ici retourne bien ici un page ID. Et ce page ID, cette fois-ci, qui vient bien de la recherche, donc qui vient bien de la recherche au niveau des entreprises, ce page ID va nous servir pour créer une relation entre la personne et son entité, chaque fois en liant ici l'ID. Et donc, si je refais ceci, si je relance ce scénario-là, et si je prends bien, je ne sais pas pourquoi il me compte plus que 20 personnes, puis je ne demande que 20, mais admettons, si je relance ceci maintenant avec mon scénario qui est là, je lance. Et regardez, la relation se fait bien avec l'entreprise directement, puisque maintenant, au niveau de mon contact, je le crée, et puis je lui rajoute une entité. Vous voyez qu'il y a un petit décalage. Je lui rajoute une entité, parce que j'ai été faire la recherche ici, au niveau de mon entité, pour vérifier si ça existait, et pour récupérer son ID. Et maintenant, tout simplement, on a effectivement notre liste de contacts qui se relie bien à notre liste d'entités, avec une vraie relation sur laquelle vous pouvez jouer ensuite. Alors je sais, tout ce vocabulaire, tous ces mots, tous ces concepts, tout cet écosystème, ça reste impressionnant, même après une vidéo comme celle-ci, même après autant de détails. À la limite, même parfois, on se sent encore un peu plus sous l'eau parce qu'il y a eu tellement de mots et tellement de choses. Mais encore une fois, je te le répète, reviens en arrière, reviens dans les concepts. Prends le temps d'apprendre, mec, parce que tout simplement, derrière, c'est des heures et des heures de travail que tu vas économiser. C'est des tonnes et des tonnes de tâches répétitives que tu ne devras plus faire toi-même ou que ton équipe ne devra plus faire. Et puis n'oublie pas, et ça c'est le dernier point, le plus important, je suis là pour t'aider. Toujours. Je réponds à tout le monde, ici dans les commentaires, sur Creacity, sur LinkedIn, partout où on peut se retrouver, je réponds à tout le monde. Conséquence, n'hésite jamais à venir me poser une question, même si ça te semble un peu bête, même si ça te semble un peu ridicule, viens poser la question. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.